La noblesse de la boue, chapitre 5. Il n'est pas encore 7 heures du matin quand un hurlement effroyable se fait entendre dans le couloir. Dominique reconnaît immédiatement Carmen et son sens immodéré du drame. Qu'il s'agisse d'une farce, d'une souris ou d'une réelle catastrophe, elles n'eussent pas de différentes octaves. Le cri est identique. Il est donc tout à fait naturel que la même dose d'angoisse vous paralyse et vous maintienne dans un suspense intense jusqu'à ce que vous obteniez un complément d'information. C'est de cette manière que Dominique débute sa journée, se découvrant dans son quart de lit où Superman en personne a daigné se poser la veille. Le cri extrêmement aigu d'une ardeur lyrique n'aura pas suffi à perturber le sommeil du héros, ce qui peut prouver une certaine accoutumance au fait. La jeune femme, quant à elle, tétanisée par la peur, écoute courir dans le couloir. La police s'annonce. Il n'était pas très loin. Elle dut alors reconnaître que quelque chose d'anormal s'est produit. Ses craintes étaient donc pertinemment fondées. Au remue-ménage qui s'ensuit, elle comprend vite les causes tragiques de ce tumulte. Carmen s'est présentée pour faire la chambre du Pouffine, le croyant parti au travail. Un spectacle morbide l'attendait. Le pauvre bougre, sauvagement mutilé, la gorge ouverte et la langue tombant sur sa poitrine, baignait dans son sang, raide mort. À en croire ce que la jeune femme perçoit à travers la cloison, il n'y a pas que du sang. Le Pouffine en a profité pour se vider entièrement. Un gars d'1,80 m de plus de 100 kilos, plein comme il était la veille, quand il se déverse, fait forcément des dégâts. Une horreur que Dominique imagine trop bien. Le spectacle ne doit pas être joli à voir. Elle remercie le ciel de l'avoir épargnée d'une telle vision. Le témoignage auditif suffit. La chambre a été fouillée, jusqu'au réveil et aux tringles de rideaux. Le gars qui a fait ça n'est pas sorti par le couloir, bordel. Il y aurait des traces, bordel. Il est parti par la fenêtre. Oh, ça ressemble au boucher. La cravate, c'est sa spécialité, le sort qu'il réserve à ceux qui refusent de parler. Le boucher? Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, bordel? À moins que ce ne soit un copycat, un usurpateur, qui veuille brouiller les pistes. C'est évidemment difficile à admettre quand on dépend d'un petit commissariat rural pépère. Le boucher, c'est du super gros gibier, une référence, un tueur intelligent, cruel, insaisissable. Toutes les polices du monde le cherchent. El carnicero, the butcher, le boucher, il s'agit du même gars. C'est un peu comme si une météorite qui aurait tenu des milliards d'années se serait décrochée, admettons, il y a 100 millions d'années, et aurait parcouru des milliers de kilomètres pour atterrir, paf, là, dans votre jardin. Pourquoi chez moi? Pauvre Pouffine, s'il n'a rien dit, c'est qu'il n'avait rien à dire, sauf peut-être formidable, mais dans ce cas précis, ça n'aura pas suffi. Pendant ce temps, Joe Bennett dort toujours. Le drap tiré jusqu'aux yeux, l'ouïe et la vue hantées d'hallucinations. Dominique ne peut plus tenir secrète une aussi grave information. Il faut qu'il sache. Il interprétera le scénario, donnera un sens logique à tout ceci, une explication cohérente dans cet univers qu'elle découvre brusquement, démoniaque et terrifiant. Elle doit parler à quelqu'un. Comme soudain prise de cruauté, elle le secoue maintenant de toutes ses forces, avec vigueur, mettant toute son énergie à lui faire payer la mort du Pouffine, lui faire regretter de n'être pas intervenu pour le sauver, ou même de n'être pas mort à sa place. C'est trop injuste. Alors qu'il émerge enfin l'air obscur contrarié, Dominique, l'index droit sur la bouche, s'empresse de l'inviter à se taire. Il faut chuchoter, ne pas parler fort, se faire discret. Étant donné la contiguïté des chambres, leur rempart de protection n'est pas plus épais que la fine cloison. Un réflexe idiot pousse la jeune femme à placer sa chaise contre la porte, de sorte à en bloquer la poignée. Que craint-elle réellement? L'arrivée de la police ou la fuite de Joe?
Dès que les yeux sont ouverts, il est permis d'espérer que les oreilles le sont également. Dominique a hâte de s'exprimer, de communiquer, afin de prouver ses bonnes intentions et, si possible, se délester du fardeau. Le Pouffine s'est fait zigouiller. Une phrase choc de ce type doit provoquer au minimum une réaction quelconque sur tout être humain. Pas sur Joe Bennett. Pour l'heure, il ne semble pas saisir l'extrême gravité de la situation. Dominique se dit alors que les super-héros sont ainsi faits, entraînés à encaisser les pires chocs émotionnels dès le réveil. Il s'assoit sur le bord du lit, les épaules rentrées, la tête tombante, lesté par tous les orages de l'apocalypse. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a pas provoqué la réaction souhaitée. Elle l'observe à présent désemparée, suspendue à ses lèvres. Elle attend. Il finira bien par émettre un son. « Et la statue, tu l'as ?» Cette fois nous y sommes, il est en action. Dominique se sent coupable de s'être laissé aller à douter. Après tout, il est là, enfin présent. Bon, si sa priorité n'est pas celle espérée, il ne va certainement pas tarder à faire la lumière sur cette triste affaire. Il lui faut du temps pour se mettre en œuvre ? Soit. Qui a dit que les braves doivent nécessairement se hâter dans l'action ? Empressement n'a jamais été synonyme d'efficacité. La barmaid voit arriver avec soulagement l'instant où monsieur satisfait, reposé et reconnaissant va la remercier chaleureusement. L'instant béni où monsieur va prendre les choses en main et déposer à ses pieds ses compétences. Les choses en question précisément, elle les sort une à une de dessous le lit. Elle s'exprime ainsi, silencieusement, mais de manière ferme et déterminée. Rassurée et curieuse de l'effet produit, elle observe monsieur du coin de l'œil. La statue ? Eh bien, il y en a 3. Joe n'a pas sourcillé. Aucun problème, se dit-il, en rapporter une ou 3, c'est pareil. Il ne manque pas de place dans la Mercedes. En homme d'affaires avisé, il pousse même la réflexion plus avant et, après analyse, conclut d'en pouvoir tirer profit. Si une statue vaut 100 000 francs, eh bien, pourquoi les 3 pièces ne vaudraient-elles pas 300 000 ? Nul besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'y connaître en affaires. Il se voit déjà à la tête du pactole. Joe, qui ne ménage pas ses efforts, en rapporterait bien plusieurs douzaines. Il aligne et compte allègrement les zéros. Ses calculs ressemblent étrangement, il faut bien le reconnaître, à ceux d'une certaine Perrette. Il n'y en a pas d'autres ? La jeune femme, qui évidemment n'a pas suivi son raisonnement, répond par le négatif. Elle se demande toutefois où peut errer l'esprit d'un être aussi imprévisible. Il la surprend chaque fois qu'il ouvre la bouche. Toujours est-il qu'il ne semble pas connaître le Pouffine. Pas davantage Lady Anna. Il n'a affiché aucune émotion à l'annonce de leur mort. Peut-être que ces gens-là ont entre eux des noms ou des numéros de code. À moins que, tout comme les envahisseurs, ils ne meurent pas vraiment et reprennent vie sitôt après le constat du médecin légiste. Évidemment, dans ce cas, il serait indécent, voire grotesque, de manifester la moindre sensiblerie. Le réveil n'a jamais été l'heure préférée de Joe. Il fait la tête, trouve à redire, il voyait ça autrement. À la mauvaise humeur s'associe à présent la déception. Dominique s'est trompé, il n'y aura ni congratulation, ni accolade, ni réjouissante satisfaction. Monsieur ne semble pas plus content que ça. Que lui faut-il à la fin ? C'est toujours la même chose, vous faites de votre mieux, de tout votre cœur, et le grand chef n'est pas satisfait. La jeune femme aurait bien aimé le voir à l'œuvre, juste pour rire. Il n'avait qu'à le faire lui-même, après tout. N'est-ce pas lui qui a sollicité son aide ? Il semble qu'il y ait déjà moins d'agitation dans le couloir depuis un moment. La mort discrète a envahi l'étage, l'auberge entière.
Les policiers sont silencieux par le bas, afin de ne pas ébruiter leurs premières conclusions et de ne pas dévoiler leur méthode d'investigation. Joe se lève, réajuste ses vêtements dans lesquels il vient de passer la nuit. Il enfile ses chaussures sans les lacer, tout comme il les avait ôtées la veille. Le plus naturellement du monde, il s'approche de la porte. « Il faut que j'aille pisser. »« Normal, se dit alors Dominique. Va donc au diable. » Seule, elle s'empresse d'ouvrir sa fenêtre afin d'évacuer les odeurs de fauve qui pourraient la compromettre. Elle entend simultanément Joe s'enfermer dans la salle de bain et les policiers sortir de la chambre du Pouffine. La jeune femme colle son oreille contre la fine cloison. Elle entend presque leur respiration. Le silence pesant est maintenant rythmé par le crépitement d'appareils photo. La police ? Des journalistes ? Quelque chose de métallique roule dans le couloir. « Vous allez pouvoir enlever le corps. » Cette phrase brève est couverte par les bruits émanant de la salle de bain. À en croire le jet et le glouglou des canalisations, il semblerait que notre ami soit sous la douche. C'est alors que l'on tape à la porte de la chambre. Dominique a le réflexe de jeter sa couverture sur les statues laissées sur le lit. Timidement, elle ouvre sa porte en culotte, son t-shirt bâillant sur sa petite gorge ferme. La jeune femme est pleinement consciente du trouble qu'elle risque de provoquer. Elle reconnaît les 2 policiers du comptoir. Les 2 imperméables ont dû dormir dans une armoire suspendue à un cintre. Ils la saluent comme une vieille connaissance. « Vous avez entendu du bruit durant la nuit ?»« Non, non, rien du tout, j'étais si fatiguée. Mais ce matin, quelle horreur! J'ai compris ce qui est arrivé au Pouffine, mais c'est affreux. Je ne vais pas oser sortir de ma chambre. »« Nous allons faire enlever le corps. La police ne sera pas loin, vous n'avez rien à craindre, petite mademoiselle. »« Merci. » Encore un merci passe-partout. Merci de quoi cette fois? D'avoir reluqué mes cuisses en disant petite mademoiselle? Ou merci de n'avoir pas su empêcher ce carnage? Merci à vous, mademoiselle. Peut-être devrons-nous vous interroger de nouveau ou vous convoquer pour une confrontation, si nous avons de la chance. Merci, répéta une nouvelle fois la jeune femme avec un sourire de complaisance. Elle ne trouve décidément rien d'autre à dire. Elle referme la porte et les entend s'éloigner. Il frappe aux autres chambres. Ils poseront les mêmes questions pour peu qu'ils y trouvent quelqu'un. C'est alors que ce qui devait arriver arriva. À l'instant où Joe sort de la salle de bain, les 2 policiers lui tombent dessus. Il se défend l'animal comme un coupable. Le bruit du corps à corps retentit dans le couloir et fait vibrer les cloisons. Une nouvelle fois, Dominique se félicite de ne pas être témoin oculaire de la scène. Les percussions sonores suffisent. Elle les juge même dignes des meilleures cascades. L'empoignade musclée dure de longues minutes. Joe met toute son énergie à tenter de s'échapper. Au grand calme qui s'ensuit, Dominique comprend qu'ils l'ont eu. Joe s'est fait prendre. Elle pose sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Son cœur se brise, laissant échapper tous ses espoirs de tranquillité. « Foutez-moi la paix, je n'ai rien fait !»« Ta gueule, bordel, suis-nous, tu t'expliqueras au poste. »« C'est bien toi qui as passé la soirée d'hier avec notre client. » »« C'est bien ça, la police, ils interpellent et ensuite seulement ils chercheront à comprendre. » »« N'ont-ils pas dit que le tueur s'est échappé par la fenêtre ? Sont-ils assez crédules pour penser que le boucher en personne se soit jeté de façon aussi suicidaire dans les mailles de leur filet ? Un silence de sépulcre tombe. Dominique ne doute pas de l'innocence de Joe. Elle ne peut tout de même pas sortir manifester son point de vue et crier « Mais ce n'est pas lui, il a passé la nuit avec moi, j'ai besoin de lui, je l'aime ». Cette fois, les larmes lui montent aux yeux, la jeune femme se sent persécutée et vulnérable. La tête perdue, elle se demande ce que lui réserve cette nouvelle journée. La seule certitude, l'évidence qui l'inquiète sérieusement,
c'est qu'elle se trouve isolée au milieu d'une histoire grave à laquelle elle ne comprend rien. Tout a commencé comme un jeu de rôle particulier où il suffisait de suivre aveuglément son intuition. Elle est allée trop loin et est maintenant bel et bien impliquée. Elle se trouve dépassée par les événements avec l'impossibilité de rebrousser chemin. À ce stade, elle pourrait se recoucher et patienter ici que l'on vienne l'arrêter à son tour. Dominique raisonne, cherche à décrypter une nouvelle intuition qui lui indiquerait la voie à suivre. Son sixième sens lui fait soudain défaut. La logique va prendre le relais. Joe a été arrêté ou alors s'est-il tout bonnement laissé prendre? Peut-être s'agit-il d'une stratégie dans le but d'infiltrer le commissariat. Sinon, espérons qu'il ne parlera pas. Enfin, pas tout de suite. Qu'il tienne 1 heure ou 2. Il vaudrait mieux ne pas perdre de temps pour cacher les statues. 3 pièces de cette taille ne se dissimulent pas si aisément dans la chambrette. Pas question de les faire disparaître dans le réveil ou la tringle à rideau. À l'instant où elle se fait cette réflexion, elle se remémore un détail. Ces mots reflètent textuellement les propos entendus de la bouche des policiers. Ils ont fait remarquer que le boucher a fouillé toute la chambre, y compris le réveil et la tringle à rideau. Il est évident qu'il ne cherchait pas 3 statues de 25 cm et presque 2 kilos chacune. Pas même une seule d'entre elles. Cette pensée la réconforte modérément. Ceci ne résout évidemment pas tous ses problèmes. Ces 3 pièces ont une valeur certaine pour Joe. Même si elles n'avaient de prix que pour lui seul, ce serait une raison suffisante. Elle doit les cacher en attendant que les choses se décantent. Maintenant, l'intuition refait surface. Dominique se laisse tomber sur le bord du lit, à l'endroit précis où Joe était assis et cogitait il y a seulement quelques minutes. Elle sent sous son derrière quelque chose d'épais et de souple qui l'intrigue. Il s'agit du porte-monnaie de Joe. Elle l'a recouvert tout à l'heure en même temps que les statues. Dominique le tient un instant à la main, l'observe, hésitant à l'ouvrir. Elle n'apprécierait pas que l'on vienne fouiller ses propres affaires. Sans compter qu'elle sait qu'en l'ouvrant, elle s'expose à y découvrir une photo de femme, une lettre d'amour parfumée ou d'autres choses aussi déplaisantes. D'un autre côté, ce portefeuille a peut-être été déposé là, exprès à son attention, par Joe lui-même ou par un ange protecteur. Après un bref instant de retenue, elle se décide à en fouiller les moindres recoins, avide, soudain, d'y découvrir de nouvelles informations. Une adresse, un numéro de téléphone, les coordonnées d'une tierce personne à contacter feraient très bien l'affaire. Le vieux portefeuille de cuir brun fut retourné, secoué en vain. Dominique n'y trouva qu'un peu d'argent, un ticket d'abonnement au loto et un passeport fané par les visas fantômes de départs avortés. Joël Bénétard, de Impasse des Acacias, Lyon. Le jeune homme a renoncé à cette identité dès qu'il le put, dispensé de toute autorisation administrative, juste à la force de ses poings. Toute son enfance, il a été bénétard, trouillard, connard, bâtard. Dans le meilleur des cas, bénétard, tête de lard. Il a traîné ce nom comme une vieille casserole. Une cible rêvée pour les privilégiés sur la cour de récréation. Joe Bennett, indiscutablement, ça claque. Ça fait plus américain, et puis ça rime avec nénette, cigarette, anisette, etc. Beaucoup plus facile à porter. La photo sur le document le représente plutôt bien, sauf qu'il porte la raie bien droite comme le faillot premier de la classe. Son expression est bien celle de tous les jours. Il ne s'est pas forcé à sourire à l'objectif. Le petit oiseau a intérêt à bien se tenir. Rien de ce qu'elle craignait ou espérait n'émerge de l'objet. Cependant, le fait de s'être immiscé de cette manière dans son intimité l'a rapproché du personnage. Elle perçoit ses ressentis et le comprend. Le seul élément dont elle tire réelle satisfaction, c'est la mention
célibataire qui le définit. Elle la lira encore et encore, juste pour le plaisir. Une bonne nouvelle qui lui donne soudain du baume au ventre et de l'imagination. Les 300 francs trouvés dans le portefeuille suffiront-ils à régler l'expédition des statues de l'autre côté de la frontière, impasse des Acacias, à Lyon? L'idée n'est pas mauvaise. Après réflexion, elle apparaît même comme seule solution. Pas question de passer la frontière à pied avec les 3 pièces de terre cuite. La jeune femme a décidé de partir elle aussi. L'air est devenu irrespirable ici. Ses amis meurent ou se font arrêter. Elle a le sentiment d'être la prochaine sur la liste. Dominique tient à la vie, et puis elle en a assez de la clandestinité et veut aider cette inconnue. Sa décision est prise. La sagesse sacrifiée sur le pont du diable n'entravera pas cette fois sa décision. Une fois là-bas, ce ne sera pas pire. Il y aura forcément quelqu'un pour réceptionner les colis et elle en prime. Elle compte bien ne pas se laisser évincer et suivre l'histoire jusqu'au bout. Elle est déterminée à sortir Joe de ce mauvais pas. Pour cela, il faut comprendre. La jeune femme sait déjà qu'elle peut l'aider. Elle témoignera. L'avantage, quand vous n'êtes pas déclaré et que vous êtes rémunéré à la semaine, c'est que vous pouvez partir quand bon vous semble, avec le seul souci d'emporter avec vous le plus de choses possible. Elle n'oubliera pas l'encre du Pouffin.